Cet épisode a bénéficié du soutien de NordVPN, on vous en dit plus en fin de vidéo. Vous êtes incapable de toucher cet écran de vos doigts. Vous êtes même incapable de toucher vos doigts. En fait, personne n'est jamais arrivé à véritablement toucher quoi que ce soit. Posez votre océan, installez-vous confortablement. Maintenant, demandez-vous, sur quoi suis-je donc assis? La réponse à cette question en apparence aussi simple qu'absurde et des plus étonnantes. Admettons que vous soyez assis sur une chaise en bois, auquel cas il est tentant de se dire que vous êtes posé sur celle-ci. Sauf qu'en réalité, il serait tout aussi juste de dire que votre fessier flotte en quelque sorte au-dessus de cette chaise. Pour tenter de toucher du doigt pourquoi, il va nous falloir nous pencher sur ce qui, à l'échelle atomique, constitue toute la matière, tous les objets, fessiers, chaises, canapés, vous et moi, comme doigts, à savoir les atomes. La première chose qui saute aux yeux lorsqu'on s'intéresse aux atomes, c'est que l'espace disponible entre les éléments qui les constituent est phénoménal. En effet, si vous agrandissez le noyau d'un atome jusqu'à lui donner une taille de l'ordre d'1 millimètre, alors toute proportion gardée, vous vous retrouvez avec des électrons qui virevoltent à près de 100 mètres de là, sous la forme d'étranges et vastes nuages électroniques. Ainsi, si l'on pense aux atomes en termes de volume occupé par les particules qu'on y trouve, ceux-ci sont quasi exclusivement constitués de vide. Et ce faisant, de ce point de vue, vous êtes essentiellement assis sur presque rien. Du presque rien que vous n'êtes pas en train de traverser, ni de toucher. En fait, et aussi bizarre que cela puisse paraître, lorsque vous vous tapez l'orteil dans un coin de table, la seule chose que vous rencontrez, en dehors de la douleur, c'est une résistance liée à la toute-puissance d'une force extraordinaire, la force électromagnétique. Pourtant, vous êtes d'accord, on dirait que ça se touche. Sauf que, si on a bien visuellement cette impression, c'est que nos yeux, qui peinent à distinguer des détails en dessous du dixième de millimètre, nous jouent des tours. En réalité, les atomes de vos doigts, comme de n'importe quoi d'autre, ne se rapprochent tout au plus que de quelques milliardièmes de mètres. Ce qui fait que vous ne vous êtes jamais touché. Ok, cette phrase est vraiment bizarre. Alors pourquoi ne peut-on rien toucher? L'explication du pourquoi réside dans la force électromagnétique. Dans le royaume de l'infiniment petit, cette force-là est de très loin celle qui règne en maître. Ici, la gravité n'est en quelque sorte même pas invitée. Car aux échelles atomiques, la force électromagnétique, qui augmente lorsque la distance entre deux particules chargées diminue, est d'environ 1 milliard de milliards de milliards de milliards de fois plus puissante que la force de gravité. Et c'est à cette force qui dicte aux particules chargées comment elles doivent se comporter, que l'on doit le fait que plus l'on cherche à faire se rapprocher deux atomes, plus la répulsion entre les charges des nuages électroniques s'oppose à ce mouvement. À l'image de deux puissants aimants défendant leur emplacement, leur précaré, avec acharnement. Voyons un peu plus en détail ce qu'il se passe. Grossièrement, chaque atome contient au centre un noyau chargé positivement, entouré d'électrons prenant la forme de nuages électroniques diffus, qui sont eux chargés négativement et peuvent prendre des formes fabuleuses. C'est d'ailleurs la position et le nombre de ces nuages formant autour du noyau un millefeuille électronique de géométrie complexe, qui détermine la capacité des atomes à se lier ou non. Pour simplifier, lorsque ceux-ci ne sont pas disposés à céder ou accueillir de nouveaux électrons, lorsque les nuages électroniques se rapprochent suffisamment, ils vont se déformer. Ainsi, les atomes que l'on essaie de mettre en contact s'écartent toujours légèrement d'une forme sphérique pour prendre celle d'un œuf. Et la nouvelle répartition des nuages d'électrons qui enveloppent les noyaux a une étrange conséquence. Elle engendre une très petite différence de charge entre les deux côtés, créant ainsi une sorte de minuscule dipôle polarisé. Un tout petit aimant, si vous voulez. Et c'est la somme de ces charges qui se font face, qui, réparties sur les milliards d'atomes constituant l'ensemble de votre fessier et de son support, qui forment ensemble un gigantesque repoussoir. Et voilà qu'en raison de ces répulsions qui s'exercent entre les atomes, à l'image d'un aimant en lévitation, votre fessier flotte donc en quelque sorte à une distance ridiculement petite des atomes constituant la surface de votre siège. Plus précisément, cela vaut si vous êtes assis tout nu. Si ce n'est pas le cas, merci d'ajuster les paramètres de l'expérience. Et évidemment, cela vaut pour tout et n'importe quoi. Au niveau atomique, vos pieds ne touchent pas directement vos chaussettes, dont les atomes périphériques ne sont pas à proprement parler, en contact avec ceux de vos chaussures, dont les semelles ne toucheront jamais, stricto sensus, le sol. Bref, vous avez beau appuyer aussi fort que vous le pouvez, vous n'arriverez pas à véritablement entrer en contact.
En fait, même si vous faisiez tomber le Burj Khalifa sur l'un de vos doigts, vous ne feriez rien d'autre que déformer, déstructurer de grands agencements moléculaires ou cellulaires selon leur ligne de force et de faiblesse. Mais à aucun moment les atomes de vos doigts désormais écrasés, et ceux de la base du Burj Khalifa, ne seraient rentrés en contact au sens fort. Une fois encore, dans le royaume de l'infiniment petit, rien ne se touche jamais, à proprement parler. À noter que c'est également la somme de toutes ces résistances combinées, qui fait que bien que les atomes soient constitués presque exclusivement de vide, vous ne voyez pas vos fesses passer au travers des objets sur lesquels vous les posez. Ce qui, soyons honnêtes, est plutôt une bonne nouvelle. Bon, tout ceci est bien joli, mais l'exemple caricatural que j'ai pris tout à l'heure prenait le cas de deux atomes isolés. Or, ça ne vous aura pas échappé, dans la nature, les atomes ne sont qu'exceptionnellement seuls. Globalement, ils adorent se lier, se rassembler, en groupes parfois gigantesques, en formant des molécules. Du coup, comment est-ce que les atomes peuvent-ils se lier, former des molécules et des objets s'ils ne peuvent pas se toucher? C'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. En fait, on peut voir les molécules comme de vastes rassemblements au sein desquels les atomes se serrent en quelque sorte les coudes. Ils s'enchaînent et s'associent sans se toucher les uns les autres, en mettant en commun certains de leurs électrons, comme pour former des liants, des sortes de nuages électroniques gluants. Et la robustesse de ces liens diffère fortement d'une association d'atomes, d'une molécule à l'autre. Prenons des objets relativement solides comme vous ou une chaise. Vous êtes l'un comme l'autre constitués de longues molécules carbonées, au sein desquelles bon nombre d'atomes sont solidement unis. C'est la principale raison pour laquelle, lorsque vous mettez deux objets solides en contact, ils ne fusionnent pas. Aux échelles atomiques, leurs liaisons sont trop fortes. Elles forment de grandes barrières qui empêchent de passer. Ça colle pas, cassé. Si les atomes de vos fesses et d'une chaise refusent avec autant de force de se mélanger avec le monde extérieur, c'est que toutes les positions disponibles pour accueillir des nuages électroniques y sont déjà saturées. Il n'y a plus de place à prendre pour former de nouvelles liaisons. Évidemment, ce constat ne vaut globalement que pour des conditions normales, mais lorsque l'on s'en écarte, on peut faire sauter les verrous de ces chaînes atomiques. Par exemple, si vous plongez les objets qui refusent de fusionner dans un bain d'acide ou que vous les chauffez fortement, leur cohésion moléculaire ne va pas faire long feu, et vous obtiendrez au final un agencement atomique totalement différent. Aux échelles nanométriques, ces jeux de guerre d'influence électronique que se livrent les atomes par l'intermédiaire de leurs nuages se déroulent à très petite distance, mais à distance tout de même. Cela peut sembler étrange, mais lorsqu'une force s'exerce entre deux objets, ceux-ci n'ont pas nécessairement besoin d'être en contact. Prenez un parachutiste par exemple. Il est attiré par la gravité terrestre, sans avoir besoin d'en toucher la surface. Surface qu'il ne touche d'ailleurs jamais vraiment. Le fait que nos atomes soient dans l'ensemble peu disposés à céder ou accueillir des nuages électroniques est une bonne nouvelle. Sinon nos vies seraient un véritable enfer vu que l'on passerait notre temps à nous coller à tout et n'importe quoi. Notons qu'il existe une façon plus douce de coller aux objets sans avoir à passer par la formation de liaisons atomiques difficiles à rompre. Vous pouvez pour cela simplement mettre à profit les propriétés de polarisation des atomes dont nous avons parlé au début. Car de façon contre-intuitive, cette très légère différence de charge de part et d'autre des atomes permet dans certains cas particuliers d'engendrer aux très petites échelles des forces d'attraction plutôt que de répulsion. Cette technique est notamment utilisée avec brio par un grand nombre d'animaux, dont la disposition des nuages électroniques entourant les molécules qui forment leurs pattes leur permet d'adhérer, de coller aux surfaces sur lesquelles ils se déplacent. Et ce sans qu'aucune liaison atomique ne soit formée. Mais si vous n'êtes ni un gecko ni une araignée marchant au plafond, vous pouvez aussi, pour simplement coller, frotter un ballon sur un bout de tissu. Vous arracherez ainsi un grand nombre d'électrons à ce dernier, le dotant d'une capacité magique temporaire, celle de polariser les atomes de tout ce qui vous plaît. Si l'on met de côté ces cas un peu particuliers, quand des atomes se collent, c'est toujours qu'ils possèdent dans leur couche électronique des espaces à partager, des emplacements à nuages disponibles. Et lorsque des atomes avec de telles configurations se rapprochent, ils ne défendent pas leur territoire avec acharnement, mais se lient pour former des molécules dont les propriétés sont extrêmement différentes de celles des éléments qui les constituent, pris individuellement. Pour vous convaincre que l'on peut, en mélangeant deux éléments qu'en apparence tout opposent, en obtenir un troisième ayant des propriétés totalement différentes, prenons un exemple concret. Le sodium pur est un métal hautement instable, qui mis en contact avec de l'eau a une fâcheuse tendance à vous exploser à la figure. Le chlore est lui, pour rester poli, moyennement sympathique.
Si vous inhalez ce gaz terriblement toxique, il va se combiner avec les muqueuses humides de vos poumons pour y former de délicieuses substances acides qui attaqueront vos tissus en vous mettant au supplice. Maintenant, si vous mettez ces deux éléments en contact dans un récipient fermé, eh bien vous obtenez au bout de quelques minutes d'une réaction impressionnante du chlorure de sodium, aussi connu sous le nom de sel de cuisine. Bon, vous pourriez aussi vous retrouver avec un pied dans la tombe ou à l'hôpital, si vous n'avez pas pris toutes les précautions nécessaires pour manipuler ces éléments, car cette réaction chimique est une réaction hautement exothermique. Si cette réaction chimique est des plus impressionnantes, c'est que le sodium, comme le chlore, ont tous les deux des couches électroniques qui ne sont pas totalement remplies, et s'emboîtent à merveille, en émettant au passage de grandes quantités de chaleur et de rayonnement. Alors pourquoi, quand on ingère un peu de sel, le sodium qu'on y trouve ne nous fait-il pas pétiller dangereusement en réagissant avec l'eau de notre corps? Eh bien cela provient simplement du fait que le sodium, lorsqu'il se dissout, se retrouve avec un électron en moins sur sa couche électronique externe. Un tout petit électron qui, comme dans le cas du chlore dissous, fait ici toute la différence entre comportement mortel ou bénéfique en petite quantité pour l'organisme. Et je trouve personnellement cela un peu touchant qu'au gré des affinités et des inimitiés, toutes ces réactions chimiques incroyablement variées permettent l'existence d'un nombre quasi infini d'objets. Notons que la règle selon laquelle les atomes n'aiment pas rester seuls présente évidemment quelques contre-exemples. Ainsi, les gaz dits rares, tels que l'hélium, le néon, l'argon, le krypton ou xénon, j'adore ces noms, sont des exceptions. Chez eux, les couches électroniques sont saturées, pleines à craquer, et leur disposition particulière fait qu'ils sont comme entourés d'une coquille blindée qui les empêche de se lier à d'autres éléments, et ils restent donc éternellement solitaires. Bref, si vous êtes frustré à l'idée de savoir que vous ne serez jamais plus près de l'être aimé que de quelques nanomètres, car en s'embrassant les forces répulsives des couches électroniques externes des atomes constituant les molécules de nos lèvres respectives empêchent avec tact tout contact, ne vous inquiétez pas. Déjà, ce n'est pas parce que vous ne vous touchez pas qu'il n'y a pas attraction. Et puis, des solutions radicales existent dans la nature pour rapprocher les atomes au point de les amener à véritablement se toucher. Elles consistent invariablement à plonger la matière dans des conditions énergétiques dantesques. Une des solutions consiste à accélérer quelques atomes à des vitesses tutoyant celles de la lumière, puis de les amener à se percuter. Malheureusement, ces événements ne concernent généralement que quelques atomes à la fois. Rarissimes sur Terre, ils ont lieu à proximité d'éléments radioactifs, dans de tout petits volumes au centre de nos accélérateurs de particules, ou dans la haute atmosphère, quand des rayons cosmiques hautement énergétiques nous parviennent de l'espace. Mais si vous voyez plus grand, je ne saurais trop vous conseiller de vous tourner vers le cœur des étoiles. Des lieux où les atomes, portés à des températures considérables, entretiennent entre eux des relations terriblement torrides, au point où les répulsions électroniques peuvent y être vaincues, et ces derniers, occasionnellement, en venir à comme s'embrasser, à fusionner. C'est d'ailleurs la transformation d'une partie de cette matière en pure énergie qui permet aux étoiles de briller. Autrement dit, notre Soleil, comme toutes les autres étoiles de notre univers, rayonnent car en leur centre, la matière parvient à se toucher. Et si ce que vous cherchez à avoir, c'est le plus de contacts possible d'un seul coup, il faut mieux directement se tourner vers les étoiles de plus de 8 masses solaires. Car lorsque ces dernières arrivent en fin de vie, victimes de leur propre poids, elles s'effondrent sur elles-mêmes, en entraînant dans leur sillage une partie de leur matière vers le centre à des vitesses prodigieuses. Et dans ce brasier infernal, les électrons et les protons surchauffés se retrouvent si compressés qu'ils finissent par s'écraser les uns contre les autres, par fusionner pour donner des neutrons, tout en libérant au passage une quantité absolument colossale d'énergie. Touché. En fonction de la masse de l'étoile géante s'étant effondrée, la descente aux enfers de la matière compressée située au centre va continuer jusqu'à former un trou noir, ou alors s'arrêter à l'état d'étoile à neutrons. Un astre si compact que le volume d'une boîte d'allumettes remplie de la matière constituant une de ces étoiles contient autant de masse qu'un cube de roche de 800 mètres de côté sur notre planète. Tout compte fait, peut-être que c'est une bonne chose pour notre intégrité physique, que la matière ne se touche pas si facilement. Le fait que toucher quelque chose de doux, de rêche ou de collant soit la somme à grande échelle de résistance de nuages électroniques, que les capteurs sensoriels de votre peau interprètent et convertissent en signaux électriques, qui circulent le long de vos nerfs avant d'être traduits en sensations par votre cerveau, n'enlève absolument rien au sel de la vie, pardon, à son chlorure de sodium.
Cela lui rajoute peut-être même un petit quelque chose en plus, un petit grain de folie. En tout cas, j'espère avoir réussi à vous faire un peu toucher du doigt le fait que dans l'infiniment petit, le concept de contact finit toujours par voler en éclats. En attendant de peut-être un jour arriver à véritablement se toucher les doigts, il y a un moyen infaillible pour être en contact avec la toute-puissance d'Internet, c'est NordVPN. Car non content de vous permettre de surfer sur le net en toute sécurité, de chiffrer et protéger vos données grâce à son gestionnaire de mots de passe qui dépote, NordVPN c'est avant tout et depuis le début, le moyen le plus efficace d'être partout où l'on veut à la fois. Si comme moi vous êtes souvent frustré par les restrictions géographiques qui viennent vous fermer les portes donnant accès à toute une partie d'Internet, alors NordVPN est fait pour vous. En passant par nordvpn.com/baladementale, vous trouverez un moyen de débrider vos possibilités numériques. Voyez ça comme une sorte de tunnel, à même de vous téléporter là où vous le souhaitez. Une porte d'accès qui vous permet de vous géolocaliser où bon vous semble, et ainsi d'avoir accès aux sites de streaming sans aucune restriction géographique, de réserver des billets d'avion ou des hôtels au meilleur prix, et bien plus encore. Sur nordvpn.com/baladementale, coupez les cordons de la géolocalisation. Laissez-vous aller, emporté par les bienfaits de cette nouvelle liberté, qui vous permet de jouir de toutes les potentialités d'Internet, de plonger sous sa surface pour ressortir ailleurs. En un clic, vous pouvez désormais littéralement choisir de positionner votre connexion où vous le souhaitez, à 100, 1000 comme à 10 000 km d'ici, de l'autre côté du monde, et être comme chez soi, partout ailleurs. Concrètement, vous pouvez changer votre géolocalisation pour aller regarder Super Mario Bros sur Netflix US. Et ce voyage-là est accessible pour à peine le prix d'un ticket de métro ou d'un café. Actuellement, en passant par nordvpn.com/baladementale, pour tout abonnement de 2 ans, vous bénéficiez de 4 mois d'abonnement gratuit, avec évidemment la totalité de l'univers NordVPN ainsi que NordPass. Et comme toujours, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Ah, et j'ai failli oublier, NordVPN a été élu produit de l'année par les Français. Encore un grand merci à eux pour leur soutien à la chaîne. Pour avoir accès au contenu exclusif sur les catalogues étrangers de plateformes de streaming ou de grandes compétitions sportives, NordVPN est toujours la solution. Bref, avec nordvpn.com/baladementale, coupez les cordons de la géolocalisation.